Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons droit international humanitaire et pénal. Et plus précisément, nous verrons les 4 grands crimes qui sont réprimés par la Cour pénale internationale. Nous sommes donc dans la partie sur la répression des violations du droit international humanitaire. Il s'agit de la justice pénale internationale. Tout d'abord, il faut rappeler quelles sont les fonctions de la sanction, puisque la sanction poursuit plusieurs finalités. Premièrement, la protection de la société par l'élimination ou la neutralisation des dangers. Deuxièmement, la dissuasion en décourageant la commission d'infractions futures. Troisièmement, la réparation en rétablissant autant que possible l'équilibre rompu. Nous allons donc, avant de parler de la sanction, dans cette partie, nous nous concentrerons sur la qualification des crimes. Nous sommes donc dans la partie sur le contentieux humanitaire international et nous verrons que le système d'incrimination exige de réunir des éléments constitutifs. Pour chaque crime, nous verrons qu'il doit y avoir un élément matériel et un élément psychologique. Concernant les éléments constitutifs de l'infraction, à côté de cet élément matériel, nous avons donc l'élément psychologique que nous pouvons séparer en deux, avec un élément subjectif qui correspond à l'intention de commettre le crime, et un deuxième élément psychologique qui suppose que l'acte soit accompli en pleine possession de ses facultés mentales et en connaissance de cause. Nous allons ici séparer le dol de la faute, puisque le dol correspond à la volonté délibérée de concevoir, de planifier, accomplir un acte en ayant conscience de ses conséquences. Il suppose que l'auteur agisse volontairement, en pleine possession de ses facultés et en connaissance de cause. Par exemple, lorsqu'une personne tire avec l'intention de tuer la personne visée. Maintenant, la faute, elle, se caractérise par l'absence d'intention de commettre le crime. L'acte matériel est réalisé, mais sans volonté de produire le résultat dommageable. Par exemple, lorsqu'une personne tire sans avoir l'intention de tuer la personne visée. Il faut d'abord préciser que l'article 50 de la première convention de Genève énonce les éléments constitutifs d'une infraction grave. Celle-ci comprend notamment les actes suivants lorsqu'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention. Il s'agit de l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, ainsi que la destruction et l'appropriation de biens non justifiés par des nécessités militaires et exécutés sur une grande échelle de manière illicite et arbitraire. Nous allons donc parler des 4 grands crimes. Ce sont les crimes graves qui sont punis par le droit international pénal, notamment par la Cour pénale internationale, la CPI. Nous verrons d'abord le crime de guerre, puis le crime contre l'humanité. Ensuite, nous verrons le crime de génocide et nous terminerons sur le crime d'agression avec une petite ouverture à la fin sur le terrorisme. Concernant le crime de guerre, nous verrons parmi ces crimes de guerre donc les crimes visant les personnes et les biens protégés, les atteintes à la dignité humaine, le mauvais traitement des prisonniers de guerre et des personnes protégées, et enfin les violations graves des lois et coutumes de la guerre. Concernant donc la définition du crime de guerre, la notion s'entend de toute violation grave du droit international humanitaire susceptible d'engager la responsabilité pénale de son auteur, quelle que soit la nature du conflit. Il s'agit de la catégorie de crimes internationaux la plus ancienne.
En effet, tout conflit armé mené sans respect de certaines règles bascule dans la barbarie. Toutefois, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le droit international s'empare véritablement de la notion de crime de guerre et lui donne une définition internationale. Mais quelles sont les raisons de la définition internationale du crime de guerre? Eh bien, la définition répond à deux objectifs. D'une part, elle impose aux États d'adapter leur législation afin de pouvoir sanctionner ces crimes. D'autre part, elle permet de distinguer clairement les actes constitutifs de crimes de guerre de ceux qui ne le sont pas. L'existence d'une définition commune empêche alors les États d'y déroger et favorise l'intégration uniforme de cette notion dans les droits internes. C'est pour ces raisons que le droit international a défini le crime de guerre et identifié les actes susceptibles d'entrer dans cette qualification. Maintenant, nous allons parler de la première catégorie, qui regroupe les actes visant les personnes et les biens protégés. Il s'agit ici de l'homicide intentionnel, la torture, les expériences biologiques. Ces crimes sont notamment commis contre les populations civiles dans les territoires occupés. L'affaire Kappler en constitue un exemple. À la suite d'un attentat italien ayant causé la mort de 23 soldats allemands, le commandant Kappler ordonna l'exécution de 10 Italiens pour chaque soldat tué. Jugé par un tribunal italien, il fut reconnu que ces représailles contre des civils constituaient un crime de guerre. De même, dans l'affaire du général Wagner, l'ordre de fusiller des Italiens internés dans des camps a également été qualifié de crime de guerre. Parlons maintenant de la deuxième catégorie, qui concerne les atteintes à la dignité humaine. Il s'agit aussi ici notamment des viols, des grossesses forcées, de la prostitution forcée ou toute autre forme de violence sexuelle. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un tribunal néerlandais a ainsi jugé un ressortissant japonais qui avait ouvert un établissement dans lequel des femmes étaient contraintes à se prostituer pour des visiteurs. Cette exploitation sexuelle forcée a été qualifiée de crime de guerre. S'agissant de la troisième catégorie, elle concerne le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée à servir dans les forces armées d'une puissance ennemie, ou encore le fait d'infliger des mauvais traitements aux combattants tombés entre les mains de la partie adverse. Dans un conflit armé non international, il n'existe pas de statut de prisonnier de guerre. Lorsque les hostilités opposent les forces armées officielles d'un État à des forces armées dissidentes ou à des groupes armés organisés, les membres de ces groupes ne bénéficient pas du statut de prisonnier de guerre prévu par la Troisième Convention de Genève. L'absence de statut de prisonnier de guerre ne signifie toutefois pas que ces personnes soient privées de toute protection. Elles demeurent protégées par les règles du droit international des droits de l'homme. Ainsi, même lorsqu'une personne est poursuivie pour des crimes de droit commun, elle ne peut être livrée à la barbarie et bénéficie de garanties fondamentales telles que le droit à un procès équitable. Il convient également de rappeler qu'avant l'adoption de la Troisième Convention de Genève, certaines règles existaient déjà pour encadrer le traitement des prisonniers de guerre. Toutefois, la logique dominante restait celle du combattant défendant la souveraineté de son État. Le prisonnier de guerre était donc avant tout considéré comme un combattant régulier appartenant aux forces armées d'un État, ce qui explique que ce statut n'ait pas été étendu aux conflits armés non internationaux. Parlons maintenant de l'exemple de la prison du Guantanamo. La situation des détenus de la base de Guantanamo illustre ces problématiques. Ces arrestations ont eu lieu dans le contexte du conflit armé international entre les États-Unis et l'Afghanistan dans la lutte contre les talibans. En principe, toute personne capturée dans un conflit armé bénéficie du statut de prisonnier de guerre en vertu de la Troisième Convention de Genève. Les autorités américaines ont cependant introduit une distinction
entre combattants légaux reconnus par la Convention et combattants illégaux, c'est-à-dire des personnes prenant part aux hostilités mais sans appartenir aux forces armées régulières et agissant en violation du droit international. Les États-Unis ont tenté de qualifier les détenus de Guantanamo de combattants illégaux. Toutefois, des organisations non gouvernementales, des ONG, ont contesté cette qualification, estimant que certains détenus devaient bénéficier du statut de prisonnier de guerre. Lors de l'arrivée au pouvoir de Barack Obama, la publication de certains passages d'un rapport a révélé l'absence de respect des règles applicables aux détenus et l'utilisation de techniques d'interrogatoire par la CIA constitutives de torture, pourtant interdites par la Troisième Convention de Genève. Des situations comparables ont également été dénoncées lors de l'occupation de l'Irak, où des détenus ont subi des traitements contraires au droit international humanitaire. S'agissant de la quatrième catégorie, elle regroupe les violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables aux conflits armés internationaux et non internationaux. Parmi ces actes figurent notamment l'interdiction de la perfidie, l'interdiction de l'enrôlement forcé de personnes protégées, l'interdiction du refus de quartier, l'interdiction de la déportation de populations civiles, ainsi que l'interdiction de diverses méthodes ou pratiques contraires au droit international humanitaire. Ces règles visent à encadrer la conduite des hostilités et à limiter les souffrances inutiles, leur violation pouvant constituer un crime de guerre. Le droit pénal, donc le droit international pénal, s'est également enrichi à la suite de l'expérience des tribunaux pénaux internationaux créés après les conflits des années 1990. Dans la continuité du tribunal militaire international de Nuremberg, le statut du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, TPIY, a contribué à préciser et élargir la notion de crime de guerre. Il a notamment ajouté à cette qualification la destruction du patrimoine culturel d'une société ou d'un État considéré comme une atteinte grave aux lois et coutumes de la guerre. Cette évolution jurisprudentielle s'est illustrée lorsque le TPIY a condamné en 2005 le général yougoslave Pavle Strugar à 8 ans d'emprisonnement pour le bombardement et la destruction partielle du centre historique de Dubrovnik, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette destruction a eu lieu en 1991 lors du siège de la ville. Le centre historique constituait un bien culturel protégé et sa destruction a été qualifiée de crime de guerre. Le statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, TPIY, a également contribué à l'évolution de la qualification des crimes de guerre. Il a notamment intégré certains actes terroristes parmi les violations graves du droit international humanitaire. Donc le statut du TPIR, il a intégré des actes terroristes parmi les violations graves du DIH. Dans ce cadre, les actes ou menaces de violence, dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile, peuvent être qualifiés de crimes de guerre lorsqu'ils sont commis dans le contexte d'un conflit armé. Parlons maintenant du crime contre l'humanité. Nous allons commencer par la définition du crime contre l'humanité, dans le statut de la CPI. L'article 7 du statut de la CPI considère comme crime contre l'humanité notamment le meurtre, l'extermination, la réduction à l'esclavage, la déportation, la torture, le viol, la persécution, etc. Cet article précise que ces actes peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, qu'ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix. La première codification de cette notion apparaît dans l'accord de Londres en 1945 qui institue le tribunal militaire international de Nuremberg, ainsi que le tribunal de Tokyo. Cette qualification a été critiquée car elle semblait contraire au principe de non-rétroactivité des lois pénales,
les actes incriminés ayant été commis avant la création de l'infraction. Les juges de Nuremberg ont répondu à cette critique en affirmant que le crime contre l'humanité n'était pas une création entièrement nouvelle, mais qu'il constituait le prolongement des crimes de guerre, permettant de qualifier juridiquement des actes particulièrement inhumains. Dans le droit de Nuremberg, les crimes contre l'humanité ne pouvaient être commis qu'en temps de guerre. Cette conception a évolué à partir des années 1990, avec la création des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, puis avec la création de la CPI. Par exemple, le TPI-Y a considéré que les viols commis dans les centres de détention pouvaient constituer des crimes contre l'humanité. Le statut de Rome marque une avancée importante, car il reconnaît l'autonomie du crime contre l'humanité, qui peut être commis même en l'absence de conflits armés, et il inclut notamment la grossesse forcée parmi les actes constitutifs de ce crime. Cette évolution marque une rupture avec l'idée ancienne selon laquelle un État serait libre de traiter comme il l'entend les personnes présentes sur son territoire. Lors d'une réunion de la SDN, la Société des Nations, en 1933, un ministre nazi avait ainsi répondu aux critiques sur le traitement des Juifs par la formule « charbonnier et maître chez soi », affirmant que l'État pouvait agir librement sur son territoire souverain. Mais quelles sont les conditions de qualification du crime contre l'humanité ? Eh bien, pour être qualifié de crime contre l'humanité, les actes doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Il ne s'agit donc pas d'actes isolés, mais d'actes s'inscrivant dans une politique ou une pratique organisée. Une attaque généralisée correspond à une attaque massive, fréquente et menée à grande échelle contre une multiplicité de victimes. Une attaque systématique renvoie à une action organisée selon un mode opératoire régulier établi par les autorités. Par exemple, lors du conflit en ex-Yougoslavie, les forces armées serbes ont mené des opérations de nettoyage au cours desquelles les hommes et les femmes étaient systématiquement séparés, les femmes internées et les hommes exécutés, ce qui a conduit les juges à considérer qu'il s'agissait d'attaques généralisées et systémiques dont les auteurs avaient pleinement conscience. Passons maintenant au crime de génocide. Selon la résolution 96-1 de l'Assemblée générale des Nations unies du 11 décembre 1946, le génocide est le refus du droit à l'existence à des groupes humains entiers, de même que l'homicide est le refus du droit à l'existence d'un individu. Un tel refus bouleverse la conscience humaine. La répression du crime de génocide est une affaire d'intérêt international. Le génocide est un crime de droit des gens que le monde civilisé condamne. Parlons de l'émergence du concept de génocide. Le concept de génocide avait déjà été formulé en 1944, mais les rédacteurs de la Convention de Londres, instituant le tribunal de Nuremberg, ne l'ont pas intégré dans le texte final. Les atrocités commises contre le peuple juif ont alors été poursuivies sous la qualification de crimes contre l'humanité, plus précisément sous le versant de la persécution. Dès 1946, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 96-1 qui constitue la première tentative de juridicisation du concept de génocide. Sur la base de cette résolution, l'Assemblée générale a engagé un travail qui a conduit à l'adoption, en 1948, le 9 décembre, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. La prévention repose notamment sur la coopération judiciaire entre les États, par exemple par l'échange d'informations, de renseignements ou la communication d'éléments permettant de détecter les situations à risque avant d'en arriver à la phase de répression. S'agissant de la définition juridique du génocide, l'apport essentiel de la Convention est de définir juridiquement le génocide, puisque selon l'article 2, le génocide s'entend
de l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Sont notamment visés le meurtre de membres de groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, et enfin le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Mais quelle est la portée internationale de la Convention ? Eh bien, la Convention consacre pour la première fois la reconnaissance du génocide en droit international et précise qu'il peut être commis aussi bien en temps que de paix qu'en temps de guerre. Aujourd'hui, ce crime est reconnu par la quasi-totalité des États et ceux qui ont adhéré à la Convention encouragent les autres à y adhérer. Le statut de Rome de la CPI, adopté en 1998, reprend la même définition du génocide que celle figurant à l'article 2 de la Convention de 1948. Certaines législations nationales ont proposé d'élargir la notion de génocide, par exemple en considérant que la destruction d'une langue pouvait ou pourrait constituer un génocide culturel. Toutefois, le droit international ne reconnaît pas ces extensions, car elles ne sont pas consacrées par les instruments internationaux. La Cour pénale internationale peut juger non seulement les auteurs directs du génocide, mais également les personnes qui l'ordonnent ou qui incitent publiquement à sa commission, notamment par des discours appelant à la destruction d'un groupe. Parlons maintenant du crime d'agression. Tout d'abord, la définition du crime d'agression dans le statut de la CPI. Lors de la révision du statut de la Cour pénale internationale à la conférence de Kampala en 2010, un consensus a été obtenu sur la définition du crime d'agression. Cette définition reprend pour l'essentiel les termes utilisés par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 3314 relative à la définition de l'agression. Selon l'article 8 bis, paragraphe 1 du statut de la CPI, on entend par crime d'agression la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies. L'interdiction de la guerre d'agression n'est pas nouvelle. Le traité de Versailles et le pacte de la SDN comportaient déjà des limitations à l'usage de la force. Toutefois, c'est la Charte des Nations Unies qui consacre véritablement l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales et mentionne la notion d'agression sans pour autant en donner une définition précise. Mais alors, quels sont les éléments constitutifs du crime d'agression ? 3 éléments ressortent de la définition du crime d'agression. Premièrement, l'existence préalable d'un acte d'agression imputable à un État. Deuxièmement, le caractère manifeste de la violation de la Charte des Nations Unies, compte tenu de la nature, de la gravité et de l'ampleur de l'acte. Troisièmement, l'existence d'un comportement individuel imputable à une personne ayant un rôle déterminant dans la direction politique ou militaire de l'État auteur de l'agression. Parlons maintenant de l'exercice de la compétence de la CPI. En effet, la CPI est compétente pour connaître du crime d'agression, celui-ci figurant dans le champ de ses compétences. Toutefois, l'entrée en vigueur de cette compétence nécessitait la ratification des amendements adoptés à Kampala par un nombre suffisant d'États parties, soit au moins 30 ratifications, puisqu'il s'agissait d'une révision du statut de Rome. Cette définition comble une lacune du statut de Rome, mais n'entraîne pas la possibilité immédiate pour la CPI d'exercer sa compétence sur les crimes d'agression. Ce n'est que le 15 décembre 2017 que l'Assemblée des États parties au statut de Rome a rendu possible les poursuites pour crimes d'agression, à la suite d'une décision qui est entrée en vigueur
en juillet 2018. La CPI peut donc exercer sa compétence sur le crime d'agression depuis juillet 2018. Toutefois, la CPI ne peut poursuivre une affaire liée au crime d'agression que si l'État agressé et l'État agresseur ont accepté la compétence de la Cour pour le crime d'agression et que le Conseil de sécurité ne s'oppose pas explicitement à l'enquête par la Cour, ou si la Cour obtient l'autorisation préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies. Maintenant, nous allons ouvrir sur le sujet du terrorisme. La première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de définition conventionnelle universellement admise du terrorisme. Toutefois, les Nations Unies ont proposé une définition dans une résolution du Conseil de sécurité adoptée en 2004, selon laquelle le terrorisme correspond à des actes criminels dirigés contre des civils dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves ou la prise d'otages dans le but de semer la terreur parmi la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou à s'en abstenir. L'absence d'une définition claire et universelle conduit les États à adopter des positions parfois ambiguës ou contradictoires. Plutôt que de définir de manière globale l'acte de terrorisme, la communauté internationale a adopté une approche sectorielle à travers plusieurs conventions spécialisées. Plusieurs conventions ont ainsi été adoptées pour réprimer certains actes liés au terrorisme, comme la Convention internationale contre la prise d'otages, la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, ou encore des instruments visant la lutte contre les réseaux terroristes. Cette sectorisation est complétée par des résolutions adoptées par les Nations Unies. Les États qui adhèrent à ces conventions ont l'obligation d'incorporer dans leur législation interne les infractions prévues par ces instruments internationaux. Cette démarche vise à harmoniser les législations nationales et à faciliter la coopération internationale. Cette harmonisation permet également d'éviter les difficultés liées au principe de la double incrimination, selon lequel une infraction ne peut donner lieu à coopération judiciaire ou à extradition que si elle est incriminée dans les deux États concernés. Pour terminer, un projet de définition globale a été envisagé, qualifiant de terrorisme tout acte produisant des dommages importants ou visant à contraindre un gouvernement. Toutefois, les États ne parviennent pas à s'accorder pleinement sur le contenu d'une telle définition, qui demeure donc imprécise et contestée. C'est donc la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt.